Portrait, l'émission Parcours du GOP Radio. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est le portrait de la semaine. Aujourd'hui, j'accueille un réalisateur indépendant. Bonjour Ali. Bonjour Noah. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Super, on est ravis quand nos invités vont bien. C'est un bon début pour l'interview. On fait au mieux, comme tout humain, on fait au mieux. Tout à fait. Moi, je suis ravi de vous accueillir parce que quand on m'a raconté votre parcours de vie, je me suis dit c'est super riche, surtout pour un portrait. Donc, on aura l'occasion de développer plusieurs points. Mais d'abord, on va commencer. Donc, je vais annoncer un peu la couleur de l'interview. On va parler de votre parcours multidisciplinaire, mais aussi sur la durée. C'est-à-dire que ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu de l'audiovisuel, aussi un peu de la musique, du stand-up. Donc vous avez vu ces milieux évoluer. Donc vous nous raconterez aussi vous nous partagerez votre regard d'observateur sur ce milieu. Donc ça sera la deuxième partie de l'émission. Mais tout d'abord, racontez-nous comment vous êtes tombé dedans. Ah, ouais, ça c'est vraiment déjà vers 13-14 ans. En sortant du collège, en fait, c'était une journée où il n'avait pas neigé particulièrement et je vois de la neige dehors. Parce que habituellement, en fait, quand il neige en classe, on est tous là, par la fenêtre à regarder. Ah, il neige, on va s'amuser après. Et j'étais au collège, j'avais 13 ans à peu près, et je sors et je suis la neige. Et je dis, c'est quoi ça? Et en fait, c'était de la neige artificielle. Il y avait une équipe de tournage qui avait mis de la mousse, et c'était le tournage d'un film. Donc, je vais regarder de loin. Et petit à petit, j'ai fait connaissance avec un assistant du film et qui m'a invité sur le planning du film. Et c'était le théorème d'Archimède, un film de 1984 à peu près. Et c'était le premier film un peu connu, reconnu, qui parle de banlieue, avant la haine. Et le réalisateur s'appelle... ça me revient. Bon, bref. En gros, le film, je suis et je vois... c'est marrant parce que le cinéma, moi je le voyais à la télé. Et à la télé, c'était tout simplement, je croyais qu'il faisait la prise comme ça, quoi. En une seule fois. Voilà. Et là, je vois une scène de bagarre. Ils la refont, je sais pas, 3, 4, 5, 6 fois. J'ai dit, c'est pas possible. Ils vont avoir trop mal. Ils faisaient exprès, évidemment. Et ça vous a donné le goût. Ouais, je me suis dit, c'est super comme métier. J'ai dit, on s'amuse toute la journée à faire des jeux, quoi. Et après, par la suite, je me suis rendu compte que c'était pas... Ce n'est pas un jeu, mais c'est en permanence. Ouais. Mais ça vous a donné, en tout cas, l'envie ou la... Voilà. Et le nom me revient, c'est Mehdi Charef. Ok, pour le réalisateur du théorème d'Archimède. Oui, voilà. Bon, vous irez voir pour... La neige artificielle dans le film. oui, voilà. Et en plus, c'était l'histoire de deux jeunes de banlieue dans le film qui faisaient les 400 coups. Et c'était vraiment un truc très poétique qui avait marqué à l'époque. Et puis après, on connaît les films de banlieue qui ont lieu après, quoi. Oui, ça a lancé la mode, entre guillemets. Entre guillemets, oui. Ensuite, vous avez essayé de faire une licence en communication, il me semble, mais ça ne vous a pas plu. Non, en fait, c'était un DUG. Et je commençais à faire des ateliers vidéo d'abord. Je me suis inscrit à Gennevilliers où il y avait un atelier vidéo et ça commençait petit à petit. J'apprenais comment on tourne, les caméras, la prise de vue, le montage, etc. Et ça m'a plu et je me suis dit pourquoi pas orienter mes études là-dessus. Et en sortant de mon bac, j'ai fait à Saint-Denis un DUG de communication. Ok. Mais ça, vous avez fait un an. Oui, parce qu'en fait, le doc de communication, il y avait aussi une partie audiovisuelle dedans. Ok. Parce que c'était difficile à cette époque-là de rentrer dans des écoles. Elles étaient toutes très chères et payantes. Moi, je viens d'un milieu ouvrier, j'avais pas les moyens. Et donc j'ai fait une année où je me suis rendu compte que on était trop nombreux en amphi et du coup il y avait peu de matériel et on touchait peu les caméras, le montage. Ouais. Et je me suis orienté l'année d'après en me disant le mieux à cette époque-là c'était le BTS audiovisuel. Pour avoir un côté pratique. Voilà, et BTS audiovisuel de Boulogne que j'ai fait et je l'ai tenté parce qu'il y a beaucoup de gens c'était très sélectif. Qui ça l'est toujours d'ailleurs. Ouais, ça l'est toujours. Ouais, parce qu'en fait, c'est un BTS d'État, donc on ne paye pas comme une école privée. Et du coup, en fait, je l'ai tenté. Ils prennent une partie déjà sélectionnée sur dossier.
Bon, j'ai été sélectionné sur dossier, mais il y avait encore, il fallait passer encore un cap, parce qu'en fait, il fallait avoir un entretien. Et sur cet entretien, je sais plus combien il restait d'élèves, 100, 200, quelque chose comme ça. Et ils en sélectionnaient une dizaine. Non, 3 fois 16, il y avait 3 sections. Donc pour la section à laquelle vous postulez, voilà. C'était 16, il y avait 16 places. C'est ça. Et du coup, en fait, je l'ai fait vraiment comme ça, en me disant, bah, je le tente. J'étais motivé, mais pas en me disant, bon, c'est pas grave si je suis pas pris, je ferai autre chose. Voilà. Et puis après, bon, bah, j'ai été reçu en entretien. J'étais content déjà. Et la personne qui m'a reçu en entretien, bon, elle a vu que je connaissais pas mal de choses en technique grâce aux ateliers vidéo que je faisais. Voilà, les caméras, le signal vidéo, je vais pas rentrer dans les détails, mais elle s'est dit, bah, c'est super parce que le côté technique est acquis. Voilà, il est acquis. Et puis après, elle regarde mon nom de famille. Moi, je m'appelle Ali Arab, A-R-H-A-B. Le nom de famille comme Rachid Arab, le présentateur, le fameux journaliste qui a travaillé à France 2, France 3. Et bon, à cette époque-là, tout le monde le connaissait. Et du coup, elle m'a dit, mais dites-moi, c'est de votre famille ? Et comme ça, vraiment spontanément, je me suis dit, qu'est-ce que je dis si je dis non, elle va être déçue. Si je dis oui, peut-être que ça fera un petit point en plus. Ouais. Voilà. Et du coup, j'ai dit ah oui, c'est mon oncle. et elle m'a dit ah bon, c'est génial et tout. Et vous avez été pris. Ouais. Après, je pense que j'ai analysé par la suite. Bon, j'étais pris dans le BTS audiovisuel. J'étais surpris de voir mon nom sur les 16, c'était le seul nom originaire du Maghreb. Ouais. Et du coup, en fait, je me suis dit tant mieux, je vais pas aller jusqu'à psychoter là-dessus. Et du coup, je me suis dit après, par la suite, j'ai remarqué que c'était difficile d'avoir des stages en fin d'année. Et en réfléchissant, je pense qu'elle a dû tilter en se disant c'est son oncle, il travaille à France 2, il pourra nous avoir plein de stages pour les élèves. Ce qui n'a pas été le cas. Oui, après dans l'année, au moment pour les stages, elle me demandait alors, vous avez demandé à votre oncle, je dis ah non mais là en ce moment il est en reportage en Afrique, il revient pas avant 3 semaines. C'était un peu vraiment je suis allé. Oui, c'était bien. Ça vous a aidé en tout cas pour commencer. Oui, c'était la seule petite arnaque de ma vie. Hein, je suis pas au concours. Hein. Tant mieux alors. Et donc ensuite après votre BTS, vous êtes plutôt orienté vers pas le stand-up à l'époque, c'était plutôt des sketchs et de l'improvisation. Oui, et du théâtre. Oui. En fait, j'ai commencé à sortir de ce BTS. Bon, j'ai obtenu mon BTS et c'était difficile en fait de rentrer sur les chaînes télé, les boîtes de prod. J'ai envoyé plein de CV partout, M6, TF1, France 2, les boîtes de prod. Et bon, ça marchait beaucoup plus avant avec le piston et les connaissances. Et du coup, petit à petit, je me suis dit c'est un peu compliqué. Et j'ai réfléchi. Comme j'allais beaucoup dans les festivals de courts-métrages, j'adorais ça, les histoires qu'on voyait sur l'écran et tout ça, et puis on voyait les gens de l'équipe raconter leurs trucs. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire mes trucs moi-même. Donc j'ai acheté, c'était difficile à l'époque, j'ai acheté ma propre caméra. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des caméras, des téléphones, etc. Mais à l'époque, c'était pas évident d'acheter sa propre caméra. J'avais économisé. Et j'ai acheté ma caméra et j'ai commencé à tourner avec. J'avais tout le temps une caméra à la main, partout. Et les amis me disaient, mais t'arrêtes. Et puis finalement, aujourd'hui, quand je leur remontre les vidéos... Ils disent, mais heureusement que toutes les soirées, tous les délires qu'on a fait, ils sont là, ils courent après moi pour avoir les images. Voilà. Et du coup, je commence à filmer comme ça dans les soirées, en impro, chez des potes, etc. Et un soir... j'avais un pote Fouet de Gennevilliers, d'où je suis originaire. On filmait tout le temps, on faisait des improvisations dans des assos et tout ça. Et je ramène ma caméra lors d'une soirée d'une copine qu'on avait en commun. Et il se trouve que cette copine-là, c'était une amie aussi de Blanche Gardin. Et donc c'était en novembre 96 carrément, ça remonte. Et du coup en fait dans la soirée on commence à délirer, à mettre de l'ambiance. Et moi, je filmais comme d'hab, quoi. Et on déconnait, on refaisait les sketchs des inconnus dans la cuisine. Et on faisait ça avec mon pote Foued, mais aussi Blanche qui s'incrustait et ça a accroché. Et du coup, on a fait connaissance et je lui dis est-ce que ça t'intéresse de venir on a un petit local où on fait des impros, on fait quelques trucs qu'on écrit. Ça a été un petit peu un atelier de théâtre, mais un petit peu libre.
et expérimental. Et du coup, elle est venue et chaque semaine, on le refaisait et petit à petit, elle faisait fois du 6, moi on faisait des impros de dingue et je me suis dit pourquoi pas ramener des caméras et capter tout ça. Et je posais la caméra et puis par la suite, je me suis dit je vais monter et les trucs là, ce qu'on vient de tourner, ça fait un petit sketch en soi. Et voilà. Et donc ça, vous avez fait ça, l'improvisation, le milieu de théâtre, vous avez fait ça pendant 7-8 ans? Oui, du coup, après j'ai investi aussi dans le montage chez moi et ces petites impros, je les montais pour leur montrer que ça pouvait faire des sketchs. Et quand ils voyaient que c'était pas mal pour quelque chose comme ça capté, vite fait, on a commencé à être un peu plus sérieux, à prendre une feuille, un stylo, à écrire des sketchs. Et on écrivait des sketchs, on se voyait sérieusement, on se réunissait, mais aussi d'inspiration, des soirées, des délires qu'on faisait, des concerts, des fêtes d'association. Et tout ça se concrétisait chez les parents de Blanche dans leur maison, dans le Périgord. Ils avaient une maison de vacances où on allait pendant les vacances, les petites vacances, les grandes. Et on prenait une semaine, 5 jours, et on écrivait le matin. Et on tournait l'après-midi. Et on a constitué une troupe, nous trois de base, et plus 2 autres personnes, Sylvain et Nicolas, qui sont arrivés avec nous après. On s'appelait les Intermitos. Oui, les Intermitos, c'est votre premier groupe d'artistes, duquel vous avez fait partie. Voilà, c'était de l'humour un peu décalé. On avait par exemple un truc qui s'appelait le laboratoire de vérification des proverbes et expressions. Et c'était un professeur que faisait Sylvain, avec son assistant, qui vérifiait les proverbes de la vie de tous les jours. Des vrais proverbes. Par exemple, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ouais. On attrape un mec qui s'appelle Pierre. On le bouscule, on jette dans haut d'une prairie. Toujours avec une touche humoristique. Voilà, il roule, il ramasse toutes les conneries que les gens jettent dans l'herbe. Donc, je sais pas, il y avait des mouchoirs, des préservatifs, des papiers de cigarettes, mais pas de mousse. Okay. Je comprends le sens maintenant de l'émission. Et donc, à ce moment, on l'a bien compris, vous trimballez votre caméra partout. Donc, vous avez toujours le côté du audiovisuel, même si c'est aussi du théâtre ou de l'improvisation. Et vous avez encore votre goût pour le cinéma. Vous collectionnez pas mal de vinyles d'ailleurs. Oui. À la base, moi, grâce au BTS, on avait un prof d'histoire du cinéma qui nous a passionnés au film, à l'histoire du cinéma. Et du coup, moi, très très tôt, je dormais dans les cinémas, les festivals. Mes parents ils me disaient, ça sert à rien de dormir dans le cinéma, ça t'amènera pas à un métier. Oui. Il faut passer de l'autre côté de l'écran. Tout à fait. Et donc, à quel moment vous dites, je vais arrêter avec la troupe et je vais passer, ou peut-être pas arrêter, mais passer dans le monde du cinéma? Non, ce qui s'est passé, c'est que en fait, petit à petit, la troupe, quand on était en amateur et qu'on faisait ça pour s'amuser, on avait tous un métier ou un job à côté. C'était en même temps, donc. Ouais, Blanche était encore étudiante même. Et du coup, en fait, petit à petit, moi, on a fait plus de, je pense, entre 50 et 100 sketchs. Et petit à petit, j'ai fait un best-of. J'ai pris tous les 10-12 meilleurs sketchs, je les ai mis sur un DVD. Et que j'ai démarché partout le peu de gens qu'on connaissait. On avait quelques liens. Et il est allé un peu partout. Il est passé dans plein de festivals. On voyait que nos sketchs, ça faisait rire 500 personnes. Et du coup, il y a une personne qui était le metteur en scène de Jamel à l'époque et qui était co-auteur de ses spectacles. Après, il a arrêté de travailler avec lui par la suite. Il a monté sa boîte qui s'appelle Kader Aoun. Et en fait, il m'a appelé, il m'a dit c'est super ce que vous faites, les Intermitos, j'aime beaucoup. Parce que, en fait, ce qui était bien, c'est qu'on était complètement libre. On expérimentait des trucs. Et c'est ça qui faisait, en fait, la magie du truc. Et puis moi, je me prenais la tête à bien filmer, bien monter et bien sonoriser. C'est-à-dire que quand on regarde des films amateurs, souvent dans les festivals, on n'entendait pas très bien, l'image elle était un peu crade. Moi je me prenais la tête à faire quelque chose de nickel, je faisais même l'étalonnage, je retravaillais l'image, j'ai passé des heures et des heures sur mon ordinateur tout seul le soir en week-end à peaufiner tous ces sketchs, ce qui fait que ça a plu, ça a tapé dans l'œil de ce producteur. Voilà, et il a beaucoup aimé. Voilà, c'est à chaque fois décalé, quoi. Et à l'époque, il y avait une loi qui s'appelait une loi que Sarkozy avait fait voter contre le squat des halls. Et on avait fait un sketch
qui s'appelait Truc de fou, où les jeunes, en fait, ils se croisent, ils disent non, on peut plus rester là, il y a une loi et tout. Allez, je te laisse. Ouais, mais tu me donnes de l'argent, non, mais on verra ça plus tard. Ouais, ils se sauvent, et puis après, la caméra va vers la gardienne, et la gardienne, une vieille portugaise, elle discute avec une autre mamie. Ah, vous avez vu la loi Sarkozy, là, on est content, là, les jeunes ils pourront plus squatter dans les halls à dire tes baskets elles déchirent, je comprends jamais rien pourquoi ils portent des baskets déchirées. Okay. Et puis il y a une deuxième vieille qui vient. Ah oui, bon, ça crée un attroupement de vieilles commères, et là c'est les flics qui débarquent pour les virer, voilà. Elle aussi. Et vous anticipez aussi une de mes questions, parce que pour vous le cinéma ça a toujours aussi été un moyen de faire passer des messages, parce que vous avez aussi travaillé avec des jeunes pour justement faire de la prévention. C'est ça. Vous les avez initiés au cinéma. Les piges que je faisais, c'était beaucoup avec le service audiovisuel de Gennevilliers à l'époque, qui me commandait je faisais des ateliers vidéo avec les jeunes pour eux, et en parallèle je faisais des films de commande sur une période de vacances ou même des fois le week-end, et en gros c'était souvent des films qui étaient en rapport avec de la prévention, journée de la femme, action contre le sida, et bon, à chaque fois que je faisais les ateliers vidéo, moi avec tous les jeunes, j'essayais toujours d'amener une touche d'humour un petit peu inspirée des sketchs que je faisais, et avec un message. Voilà, donc pour donner un autre exemple rapide, j'avais fait un sketch pour inciter les jeunes à voter, et j'avais fait un petit film avec les jeunes où ils faisaient une blague à un de leurs copains, ils lui mettaient un laxatif, et du coup il a trop envie d'aller aux toilettes, et comme le local de jeunes va fermer, et il court partout pour chercher quand même un WC, et quand même l'animateur lui accorde 5 minutes. Il va dans les toilettes, il fait ses besoins, il soulage, il cherche du PQ. Il n'en trouve plus. Il n'en trouve plus, là il est en galère. Et puis il fouille dans ses poches, et qu'est-ce qui sort à ton avis ? Le prêt, je sais pas. La carte de vote. Ah ! Ouais, la carte. Il la regarde comme ça, et puis il fait non, quand même pas. Il la range. Il s'essuie pas avec, il tire la chasse d'eau, et puis là il y a le slogan allez voter, tu vois, c'est pour dire l'importance du vote. Ouais, l'importance du vote. Vote. L'humour, c'est quelque chose qui te suit pas mal, qui vous suit pas mal pendant votre parcours. Est-ce que ça je ne m'attendais pas à ça, mais donc c'est important pour vous de faire rire les gens. Oui, parce qu'en fait, on peut apporter un message avec de l'humour, et on accroche avec de l'humour. Les ateliers vidéo que j'ai fait, moi, c'est toujours difficile d'avoir l'attention des jeunes, de les concentrer pour écrire un scénario, tourner. Bon, tourner, ils aiment bien, parce que surtout s'il y a de l'action et tout ça. Mais avant ça, il faut écrire une histoire. Et souvent, en fait, ça accrochait parce que j'essayais de les amener à réfléchir sur des idées, et même si souvent c'était des bribes, des mots, des phrases, moi je retravaillais le truc pour amener une touche d'humour, et là ça leur plaisait, et ça leur plaît. En fait, il faut que les ateliers, moi j'aimais bien les profs qui faisaient de la pédagogie, mais en même temps c'était attrayant. Ouais. Et moi les ateliers que j'ai fait, c'est ce que j'ai essayé de faire avec les jeunes. De les rendre attrayants. Voilà. Et c'est important pour vous de transmettre aussi ce que vous avez appris. Bien sûr. Comme moi, j'ai eu mon prof d'atelier vidéo qui m'a transmis la passion de l'image, comme mon prof de BTS aussi. Et moi, je l'ai fait aussi pour des jeunes, parce que plus tard aussi, j'étais les ateliers vidéo, j'étais élève, mais après prof. Et du coup, oui, c'est hyper important. Et il y a aussi, quelquefois, même si on n'a pas d'idée, on peut aussi transmettre une passion de l'image, de l'esthétisme, qui fait que quelquefois il y a des films où il n'y a pas un humour de dingue, mais on est accroché par l'ambiance, par l'esthétique. Et ça aussi, j'aime beaucoup, c'est ce que je fais beaucoup dans les clips. Les clips, en fait, pareil, j'essaye d'apporter une touche d'humour. On va en parler, parce que vous avez basculé, vous parlez des clips, mais vous avez basculé aussi à travers votre métier de réalisateur dans le monde de la musique. Comment ça s'est fait ? En fait, j'étais quand même toujours dans le monde audiovisuel, mais c'était de la prestation qui était en rapport avec la musique. Donc on m'a beaucoup appelé pour filmer dans les studios de musique, parce qu'à un moment donné, j'avais un de mes amis, ou même 3 amis, qui étaient producteurs à l'époque d'un groupe qui s'appelle Ideal J, dans lequel Kerry James a commencé sa carrière. Vous avez travaillé d'ailleurs avec voilà. Et en même temps, ils ont produit 113, Tonton du Bled, etc. Et donc, il m'appelait, comme il savait
savait que moi, j'avais tout le temps une caméra. À cette époque-là, pas beaucoup de gens avaient une caméra. Et ils m'appelaient pour les suivre en tournée. On est allé avec Ideal J, DJ Mehdi, une partie de la Mafia Qu'un Free, le 113, sur des tournées. J'ai fait des making-of de clips. Puis après, j'ai fait aussi des clips. Et j'ai travaillé aussi sur un documentaire en tant que cadreur et monteur qui raconte l'histoire, la vie de Kerry James. Donc en fait, j'ai baigné beaucoup aussi dans les studios. Et il y avait aussi une productrice avec qui j'ai travaillé qui a produit Tal, la chanteuse. Ah oui. Voilà. Et donc elle a fait aussi beaucoup d'autres artistes. Et moi, en fait, je passais beaucoup de temps en studio. Avec Diams aussi parce qu'elle faisait des featuring à Kerry James et je l'ai suivi un petit peu en tournée aussi. Donc vous avez rencontré pas mal d'artistes, pas mal d'artistes dans le milieu hip-hop et puis après par la suite un peu plus large, pop, etc. Ok. Et est-ce que ça reste le même métier quand on l'exerce dans le monde de la musique, dans le monde peut-être de l'éducation et puis dans le monde du cinéma? Non, parce que en fait, c'est vrai que en indépendant, en autodidacte, c'est comme un laboratoire. Et donc on a plus de temps, on réfléchit plus. Il y a moins d'argent, mais je trouve qu'on fait des choses plus réfléchies, on prend plus le temps, etc. Après, quand on passe dans un milieu où il y a un rapport avec une boîte de prod, une télé, de la diffusion et beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus contraignant. Parce que justement, après les intermittents, quand le DVD, on nous a dit que c'était bien, on nous a proposé de faire l'émission de Carl Zero, le vrai journal, à l'époque. Et on faisait des petits sketchs humoristiques avec Blanche à la fin du journal qui était en rapport avec l'actu. Ok. Voilà. Et ça, on l'a fait pendant un an et demi. Mais ce qui s'est passé, c'est que Bolloré est arrivé à Canal, il a dégagé tous les gens de gauche dans Carl Zero. Et nous avec. Ok. Voilà. Et après, par la suite, on a monté une émission avec Blanche sur comédie qui s'appelait Ligne Blanche. Et Blanche commençait à se faire connaître parce qu'elle faisait le Jamel Comedy Club, elle commençait. Et du coup, on a monté l'émission autour d'elle où elle raconte sur un plateau des anecdotes d'enfance, de vie, et c'est prétexte à lancer des sketchs. Et moi, en fait, j'ai réalisé ça pendant 2 ans. Et c'est là que j'ai vu que c'était plus la même expérience que d'être en indépendant. Avec votre propre troupe, être libre. Voilà, parce que derrière, on avait des producteurs avec qui on proposait des sketchs, ils nous réécrivaient des trucs, ils nous changeaient des trucs, on était beaucoup moins libre. Des fois, on se prenait la tête avec eux pour pas changer des choses. Et bon, après, il fallait se battre pour faire passer des choses. Et puis après, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Qu'il y a des dates limites pour rendre des trucs et ils concentrent tout pour que ça soit tout moins cher et du coup en fait on se retrouvait pendant 2 ans à fond et avec le stress sans grands moyens mais avec plein de tâches à finir. On avait un peu plus de moyens que quand je faisais quand vous étiez seul évidemment. Voilà. Et ça a duré 2 ans, mais bon, vous pouvez voir sur YouTube, il suffit de taper Ligne Blanche, l'émission, il y a plein de sketchs que vous avez produit, réalisé. Voilà, il y en a certains que j'ai coécrit souvent aussi avec un pote qui fait du stand-up qui s'appelle Fadza, qui jouait dans un film qui s'appelle La Vache, avec qui j'ai coécrit ses passages au Jamel Comedy Club. Et si vous tapez Ligne Blanche, vous verrez pas mal de sketchs de cette époque-là. Très bien, on encouragera nos auditeurs à le faire aussi pour voir en images ce que vous le décrivez parce que ça donne envie. Mais est-ce que le monde de l'humour ou le monde de la comédie, c'est là où vous avez pris le plus de goût dans votre parcours professionnel? Oui, moi je pense que forcément... J'ai du mal en fait à écrire un truc, je sais pas, un film qui fait peur, un film d'horreur, un truc un peu psychologique. C'est dans mes habitudes, je fais toujours qu'il y ait de l'humour parce qu'en plus moi on me disait arrête. Ça suffit, t'es malade, Ali. Je dis quoi? T'as tout le temps une caméra, tu fais toujours plein de jeux de mots. Faut que t'arrêtes les jeux de mots. mais ça rend la vie plus agréable. Oui. Mais quand je vous pose la question, c'est que vous avez tellement d'activités à votre actif, c'est-à-dire que quand on voit les clips, le monde de la musique, les artistes avec lesquels vous avez collaboré, ça doit être, chacune de ces expériences doit être quand même superbe à vivre, mais
quand on vous entend parler, on entend ce retour à chaque fois à l'humour. Donc je me dis peut-être que c'est là où vous étiez le mieux. Oui, et puis en plus... Vous sentiez le mieux plutôt. Oui, bien sûr. Et moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'humour et aussi le travail sur l'esthétisme de l'image. C'est vrai, ça vous l'avez mentionné aussi pas mal de fois. Parce qu'en fait, j'ai fait plus de 45 clips. Quand on revoit les 45 clips, en fait, avec le peu que j'avais, système D, je faisais une belle image parce que moi, les gens ou ceux qui apprenaient à l'époque ou même un peu plus évolués dans la technique du visuel, ils allument la caméra, ils filment. Je dis non, il faut allumer la caméra, faire des bons réglages, faire une belle image, après on tourne. Pareil, écrire un bon scénario et après on tourne. Ça sert à rien de filmer tout le temps, voilà, sauf pour de l'actu, quoi. Mais donc je me prends vraiment la tête sur l'esthétisme. Sur l'histoire, la façon de filmer et le rythme aussi. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de clips parce que comme j'adore la musique, je suis collectionneur de vinyle. Quel genre de vinyle d'ailleurs? Alors, je collectionne moi personnellement et puis je fais des conventions de collectionneurs, donc je connais un petit peu le milieu parisien des boutiques de vinyle, mais c'est des collectionneurs, des chineurs, des diggers. Vous visez des artistes, des courants particuliers ou tout ce qui est esthétiquement vous plaît? Ah non, après moi ce qui me plaît, ma base à moi, c'est que moi je suis quelqu'un qui vient d'un quartier qui s'appelle le Luth à Gennevilliers, où il y a Ramsey qui a grandi. D'ailleurs, on était dans le même collège à un moment donné. Et en fait, on avait ce qu'on appelait des grands frères qui écoutaient de la funk et de la soul à l'époque. Ok. Voilà, les jeunes de banlieue à l'époque. C'était pas le rap. Non, je parle des années 80. 70-80, c'était d'abord la soul funk et petit à petit, le rap est arrivé en samplant toutes ces musiques-là. Okay. Et donc, on baignait du Barry White, du Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Isaac Hayes, Earth, Wind & Fire. Voilà, et puis après, j'ai évolué un petit peu dans les années 80. J'ai bien aimé aussi, par exemple, l'époque ska, reggae, new wave, pop. Voilà, il y a des trucs que j'écoute en pop que j'aime beaucoup, hein, David Bowie, Police. Après, j'ai jamais été vraiment trop métal ou musique basique, techno, tu sais, le rythme boum 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 à 4h du matin. Ça c'est bien. Où j'ajuste un petit son. Moment. Voilà. Mais donc, quand vous collectionnez, ça reste ce que vous avez écouté dans votre enfance. Non, pas que ça, parce qu'en fait, on fait plein de découvertes dans la musique, dans les vinyles. Il y a vous restez un curieux de la vie. Il y a des milliers, des millions de vinyles et on fait toujours des découvertes, quoi. Ouais. Et du coup, il y a des bases, des choses qu'on écoute, qu'on réécoute, et puis on fait aussi des découvertes. Voilà. Ok. Et ça, c'est un peu, ça reste votre passion à côté de la musique, mais si j'ai bien compris, votre gagne-pain, votre vie, c'est la caméra, c'est le monde de l'audiovisuel. Est-ce que vous avez conscience que quand vous avez une caméra en main, vous avez un pouvoir? Est-ce que vous avez un rôle quand vous avez une caméra? Vous dites j'ai un rôle ou je fais simplement de l'esthétique? Ça dépend dans quel contexte, évidemment. Voilà, si c'est un atelier que je fais avec les jeunes, évidemment, j'ai un rôle. Si c'est parce qu'à un moment donné, j'étais JRI aussi, je partais avec ma caméra pour faire des reportages. Faire des reportages pour Wanadoo, France Télécom. Et j'allais dans les événements qu'ils sponsorisaient, genre les Francopholies, le Vendée Globe. Et je partais tout seul avec une caméra et je faisais des reportages. Et du coup, là, je me dis, j'ai un rôle, il est hyper important. Je suis tout seul à décider. Si je ramène pas les images, c'est mort, quoi. Et du coup, il y a évidemment, ça dépend du contexte, et on a un rôle plus ou moins important. Et on a aussi un rôle qui est aussi de transmettre et de faire aimer. Moi, j'aime bien quand je fais un atelier vidéo il y en a 10, il y en a 2 qui sont passionnés par l'image, par la musique, par la technique. Je suis content. Oui. Voilà, donc c'est transmettre la passion et dire qu'il y a des possibilités, qu'il faut développer en fait sa créativité. Et ça, c'est la créativité, c'est parce que je regarde beaucoup de films.
Je regarde beaucoup de séries, je regarde beaucoup YouTube. C'est une créativité nourrie. Voilà, et puis moi, je regardais même avant que YouTube existe, quoi. C'était quoi à l'époque? Non, mais à l'époque, il y avait avant les YouTube. Ouais, avant YouTube, il y avait la télé. Non, il y avait la télé, et puis même il y avait déjà quelques vidéos sur Internet qu'on s'envoyait. Parce que voilà, ça me fait la transition avec la deuxième partie de l'émission, parce que justement, vous en parlez là. Vous avez devancé ma question, mais c'est cette évolution des moyens, des ressources, parce que même vous, tout au long de votre parcours, vous êtes passé, vous le dites, vous étiez sur des tournages qui se tournaient d'une façon différente. Vous alliez collectionner des vinyles, mais de nos jours, on peut écouter ça sur des plateformes en ligne, on peut regarder sur YouTube. Avant, c'était les DVD. Votre émission avec les intermittents, c'était des DVD. Et donc, vous avez vécu quand même une évolution du milieu. Et c'est un peu l'objectif de cette deuxième partie. Est-ce que vous avez l'impression que, là on parlait du pouvoir que vous aviez en tenant la caméra en main, de nos jours, est-ce que l'image a de plus en plus de pouvoir? Oui, parce que maintenant il y en a partout. Voilà, Est-ce que c'est pas dilué du coup? Avant vous disiez j'étais le seul à avoir une caméra, un des rares à avoir une caméra. C'est ça, c'est qu'avant on voulait voir un film, on n'avait pas trop le choix, et il fallait soit attendre qu'il passe à la télé, et là des fois vous pouvez attendre des années, soit aller le louer avant le DVD. Il y avait même les clubs vidéo qui louaient des cassettes VHS. Donc j'explique pour les ceux qui ont, voilà, c'était une cassette, une grosse cassette, on la rentrait comme ça faisait un bruit de dingue, ça mettait 1 heure et puis on regardait les films comme ça. Ça vous manque ou vous préférez comme c'est maintenant? Il y a les deux. Et le côté nostalgie, voilà, et le côté aussi de se prendre la tête à trouver un film ou un morceau de musique. Là, on me dit tel morceau il est bien, je vais sur YouTube, je peux écouter. Mais avant, il fallait aller dans le magasin de disques, aller acheter le disque ou aller l'écouter sur les bornes à la Fnac. On pouvait gratter un peu. Mettre le CD. Je faisais ça aussi. Je ne suis pas si jeune que ça, mais bon. Est-ce que vous avez l'impression que quand on est bombardé par tellement de production facile d'accès, est-ce que il y a aussi des désavantages par rapport à ça? Oui, c'est-à-dire que avant, on parle, c'est un peu comme quand il y avait que 3 chaînes ou 6 chaînes à la télé. On pouvait discuter de ce qu'on avait vu la veille. Donc, tout le monde avait regardé le mardi soir. La même émission. Voilà, le mardi soir, quand on était petit, il y avait un gros film sur la 3 attractif, genre Tarzan, où les parents ils pouvaient laisser regarder les enfants, parce que le lendemain, il n'y avait pas l'école. On pouvait en parler. Parce qu'on le lendemain, ça faisait des points communs. Voilà, maintenant, il y a tellement de réseaux. Chacun dans son côté, tout est personnalisé. Voilà, c'est ça. Donc, même la pub sur nos téléphones est personnalisée. Oui, et puis en plus, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a de la quantité. Et la quantité ne valorise pas forcément la qualité. Donc, on perd beaucoup de temps à chercher. C'est exactement comme les gens qui ont Netflix et les plateformes. Ils passent plus de temps à essayer de trouver ce qu'ils vont regarder que de regarder les 2 premiers épisodes de la série, quoi. Et vous, est-ce que dans votre métier, vous avez eu l'impression d'avoir dû suivre ces évolutions, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est resté fixe, le métier de réalisateur indépendant? Non, on a suivi quand même certaines choses. Après, il y a toujours des gens qui veulent rester faire des choses un peu comme avant. Comme par exemple, il y a des réalisateurs de cinéma quand le numérique est arrivé, ils ont pas voulu, ils ont continué à tourner en pellicule. Oui. Voilà. Non, on s'adapte quand même parce qu'en plus, maintenant, aussi, on travaille aussi avec des artistes qui sont plus jeunes. Nous on vieillit, mais souvent les artistes, c'est quand même plus probable que de voir des artistes qui ont entre 18 et 45 ans que des artistes qui ont entre 45 et 80. Ouais. Donc forcément, on faut utiliser les moyens de la. On suit. C'est pour ça que moi, en fait, je reste pas têtu à me dire je fais les trucs que à l'ancienne et je regarde que des anciens trucs. J'essaye aussi de voir ce que font les jeunes d'aujourd'hui. Voilà. Donc évidemment, par exemple, dans le hip-hop français, j'ai connu les débuts avec les anciens rappeurs. Je connais par cœur les anciens, pas mal l'histoire du hip-hop en France, comment ça arrivait, etc. Mais après, j'ai suivi aussi quand il y a eu d'autres tendances, quoi. Voilà, je veux dire, au départ, c'était NTM, IAM, Solar, Assassin, et tous ces groupes-là. Et puis après, par la suite, il y a quand même eu 113, Sniper, et il y a eu des périodes, quoi, dans le rap français. Donc ça a évolué.
évolue. Puis après, plus tard, Orelsan, Nekfeu, Nino, tout ça. Mais ça, c'est aussi des évolutions artistiques aussi. Et ce qui est aussi intéressant par rapport à votre métier, je trouve, c'est que vous avez de plus en plus, j'ai l'impression, vous êtes un peu le vecteur de la nouvelle génération. C'est-à-dire que les jeunes sont de plus en plus s'informent par ces moyens, par l'image, par la vidéo, par la musique. Est-ce que vous êtes conscient d'avoir une responsabilité quand, je ne sais pas, vous produisez des clips, vous savez que c'est un chanteur qui va avoir un public et que c'est par ce moyen que les jeunes sont le plus... c'est le moyen le plus probable d'impacter des jeunes. Est-ce que vous ressentez cette responsabilité ou pas vraiment? Si, bien sûr, mais après... on est plus maître après du clip, du film. Il a une carrière, quoi. Et l'artiste qui va avec. Moi, j'ai fait plus de 45 clips. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Ouais. Parce que, en fait, moi, j'ai une commande qui est d'écrire un scénario, de trouver des idées de clips, de les tourner, de les monter. Je fais au mieux. Après, je suis pas distributeur, je suis pas communicant, je suis pas quelqu'un qui vend le produit. En général, beaucoup d'artistes savent mal se vendre, ils savent pas se vendre. C'est plus des commerciaux derrière. Voilà. Il y en a qui sont très très forts là-dessus, mais peu parce qu'on est pris par tellement la créativité que on se dit bah oui, vendre le truc, dire frapper à toutes les portes, ça prend du temps, c'est un autre métier, quoi. C'est un autre métier. Ouais. Donc voilà, et parfois on fait des choses où les gens s'en occupent bien derrière. Et parfois, non. Ils vous disent, je vais l'envoyer là, je vais faire ça, et finalement, il se passe pas grand-chose derrière. Mais c'est pas grave, ça fait partie du cursus, de l'expérience. Et ces expériences, même certaines qui ont été négatives, on apprend. On apprend. Mais après, voilà, moi, on pourra en parler... avec les gens de UGOP avec qui j'ai travaillé, pour qui j'ai fait des clips. À UGOP Radio. Voilà. UGOP Records. Voilà, Records. Voilà. En général, quand je m'engage, je vais jusqu'au bout. Voilà. Je vais jusqu'au bout et je m'entête pour faire en sorte que même si je dois bosser en plus sans être payé, que le truc, il va jusqu'au bout parce que pour moi, c'est comme un bébé. Parce qu'il va rester. Okay. Il va rester. Ça fait partie de mon CV et du CV de l'artiste. Votre portfolio. Voilà. Et est-ce que par rapport, là on a couvert l'évolution jusqu'à nos jours, mais vous êtes aussi conscient que le monde continue à évoluer et c'est vrai que pas mal d'artistes s'inquiétaient avec l'intelligence artificielle des logiciels qui peuvent éventuellement remplacer peut-être leur travail, leur spécialité en créant de la musique, en créant des images. Est-ce que ça vous inquiète ou vous dites au final ça reste un outil entre les mains et à nous de savoir bien l'utiliser? Pour le moment, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on est un petit peu au début. Hein. Oui. Vous comme moi, on ne sait pas où on va. On marche sur des œufs ou pas. On expérimente. Et du coup, c'est très difficile à prévoir. Je vous engage à voir un film qui s'appelle Bienvenue à Gattaca. Bienvenue à Gattaca. Ouais, un film des années 95 par là. À Gattaca. À Gattaca, ouais. Okay. Avec la fille qui joue dans Kill Bill, Thurman. Comment elle s'appelle dans Batman aussi, Uma Thurman, un truc comme ça. Voilà, voilà. Dans Batman. Et Ethan Hawke. Et ce film-là, il prévoyait déjà plein de choses, c'est incroyable. Uma Thurman, ouais, je viens de me rappeler. Et il prévoyait déjà plein de choses dans le futur, des trucs qu'il faut vraiment le revoir, c'est incroyable. Et sinon, par rapport à l'intelligence artificielle, oui, on s'en inquiète parce qu'on veut pas. C'est vrai que ça serait un petit peu pas terrible ça ferait baisser la créativité, que les machines fassent tout à notre place. Ouais. Au bout d'un moment, et qu'on n'arrive plus à différencier qu'est-ce qui est du faux, qu'est-ce qui est du vrai. Ça va devenir fou, quoi. C'est vrai que ça nous met en méfiance. Ah oui, quand vous pouvez imiter la voix d'un président, l'image d'un président, vidéo, et lui faire dire ce que vous voulez, c'est quoi peut-être comment savoir ce qui est vrai. Voilà. Et après, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que cette chaîne info est la vraie ou la fausse? Elle va nous annoncer qu'il y a des aliens qui vont arriver et faire des images. On espère qu'il y aura des contre-fous à ces évolutions, qu'il y aura quand même des limites. Mais on arrive bientôt à la fin de ce portrait, mais j'ai quelques questions que j'aimerais encore vous poser. D'abord, une qui est moins plaisante, peut-être des défis, un ou deux défis qui ont été peut-être plus pesants que d'autres durant votre parcours. Oui. Par exemple,
Comme moi, je suis, comme je le disais, j'avais commencé à voir un tournage de film. C'était un film qui était en lien avec la banlieue, qui se passait en banlieue, le théorème d'Archimède. Donc plus tard, avec quelques amis, on a monté une association qui s'appelle Métropop et qui en fait valorise un petit peu les cultures, la mémoire des banlieues et lutte contre les préjugés. Petit à petit, voilà, on avait lancé l'association pour parler de ça et petit à petit, je me suis un petit peu éloigné parce que ça virait trop sur le Grand Paris, sur l'éducation populaire. Et je me retrouvais qu'avec des gens qui venaient de ce milieu-là, alors que c'était parti pour plus valoriser de la création, de l'audiovisuel en banlieue, faire des soirées autour de la mémoire d'un quartier, d'une ville, de ce qu'elle a vécu avant, des gens qui sont passés, et faire des soirées autour de ça. Et du coup, je me suis un petit peu éloigné de ça. Voilà. Et en parallèle, avec un ami de l'asso, avec qui je suis toujours en bon terme, je suis en bon terme avec la plupart, mais j'ai plus de liens avec lui. On a essayé de monter un documentaire qui raconte en fait l'histoire des films en banlieue, voilà, de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, les gens, ils connaissent La Haine, Rail, tous ces films-là, mais il y en a plein d'autres qui sont incroyables. Et on a écrit un projet, on a démarché des producteurs. Et à chaque fois, c'est toujours difficile avec les producteurs parce qu'en fait, ils vous disent... parce que nous, c'est une série documentaire de 26 minutes avec un thème à chaque fois. L'humour, les grands ensembles, l'amour, entre les relations garçon-fille, en banlieue, dans le cinéma, vu par le cinéma. Et donc, on l'a divisé comme ça en série avec plusieurs épisodes. Et puis, à chaque fois, en fait, on se rend compte que c'est pas facile de le monter. Parce qu'on nous oriente plus sur un documentaire de 52, mais on n'aura pas assez de temps pour dire plein de choses. Et en plus, il y a un documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps qui ressemble à ça. Sauf que, bon, nous, on va essayer de... notre but, c'était pas de raconter l'historique juste, mais plutôt de dire dans telle ville, tel quartier, il y a eu tel film et comment ça s'est passé. Ok. Voilà, et comment ça s'est passé avec les habitants, le réalisateur, l'histoire de ce film-là au sein de ce quartier, pourquoi, par exemple, La Haine, par exemple, ils ont carrément habité dans le quartier des semaines ou des mois avant pour faire connaissance avec les gens. Ils avaient pour être ancrés dans le milieu. Voilà, ils avaient engagé des gens du quartier pour faire la sécu, voilà, il y a une histoire en fait, et donc nous on va essayer de l'orienter, et j'espère qu'on va le faire, on va continuer à pas lâcher. Super, mais peut-être que vous avez répondu du coup à ma dernière question, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous avez un rêve? C'est peut-être ça, votre rêve, que ça se concrétise, mais est-ce que vous avez aussi un rêve en ce moment, un projet rêve à concrétiser? Oui, bon, il y a celui-ci, puis après, moi, c'est de continuer à... Moi, j'aime beaucoup les clips parce que c'est le lien entre la musique, ce que j'aime le plus, c'est la musique et le cinéma. Et de continuer à faire des clips, mais d'essayer de toucher un petit peu d'autres genres. Voilà, parce que c'est vrai que d'autres genres musicaux. Voilà, j'ai beaucoup fait de hip-hop et un peu de la pop urbaine. Donc voilà, par exemple, j'aime bien les clips d'électro parce que de house, d'électro, parce que souvent l'artiste on le voit pas et c'est une histoire qu'on met en avant. Une petite fiction. Et comme j'aime beaucoup avoir des idées de fiction, de sketch, tout ça, plus développer d'autres genres musicaux, que ça peut être aussi de la variété, du reggae, du raga. J'aime ou musique du monde aussi. Ouais. Voilà, j'aime beaucoup aussi les musiques du monde. Et puis après, par la suite, pourquoi pas, en fait, trouver une très très bonne idée de film, de long métrage. On rapporte toujours avec l'humour et toujours... Pour revenir à votre passion, plutôt. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de films qui sortent en comédie, comme vous voyez, et quelquefois... Mais ça fonctionne bien. Hein. Non, certains fonctionnent bien, mais certains qui passent sur les plateformes et tout ça, on se dit, mais qui a financé ça? Comment ça se fait qu'ils ont mis de l'argent là-dedans? En tout cas, on vous souhaite que pour vous, ce sera un projet bien financé. Merci. Et bien fait. On est sûr que ce sera bien fait quand vous serez aux manettes. Et on vous remercie d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Et puis, je voulais remercier toute l'équipe de UGOP
Merci. Oswald, Salima, toute l'équipe et tout ça, parce que bon, c'est grâce à eux aussi. Bon, j'ai fait pas mal de clips pour Salima et Gilas, des clips qui sortent bientôt. Voilà, et du coup, j'ai plus cédé. J'ai fait l'image surtout pour Gilas. C'est vrai, je ne l'ai pas rappelé, mais vous êtes aussi, donc vous avez été à la réalisation d'un des artistes. Et donc, n'oublions pas, et puis l'assaut et tout ça, tout ce que vous faites pour ici, le 12 et. Avec plaisir. Non, ce n'est pas que moi. Et les autres qui sont dans le monde. Merci, c'est vrai. On ne le fait pas souvent dans les émissions, mais c'est bien aussi de remercier les équipes qu'on ne voit pas. Donc, on a aussi la régie avec Maximo, Théo et Bradley. Et Kessia aussi qui est au clip. Voilà, pourquoi pas remercier tout le monde. Et Bélise qui est au secrétariat. Merci en tout cas, Ali, d'être venu nous voir avec GOP Radio. C'était l'émission. Merci, c'était un plaisir. C'était un plaisir pour nous aussi. Merci de votre fidélité, chers auditeurs et auditrices. Et à très bientôt pour une nouvelle émission sur GOP Radio, la radio du 12. Portrait, l'émission Parcours du GOP Radio.